Donc, pour parler de tourisme, je reçois Yannick Gamelin, qui est directeur tourisme grands événements à la Société de développement économique de Drummondville. Bon matin, Yannick. Bon matin. Je reçois Dave Laravo, qui est directeur général tourisme autochtone Québec. Bonjour, Bon Dave. matin. Bon matin. Et Frédéric Dubé, vice-président partenariat, engagement d'industrie et communication à l'Alliance de l'industrie touristique du Québec. Quand tu te présentes, Frédéric, c'est quelque chose. Oui, ça a l'avantage d'aider mes enfants à apprendre l'alphabet. Bonjour tout le monde. Effectivement. Écoutez, peut-être en introduction, vous présenter des organisations pour lesquelles vous travaillez. Puis après ça, on fera un petit peu de contexte avant de partir avec la liste complète de questions que j'avais préparées. Yannick, je commencerai avec toi. Bon matin tout le monde. Yannick Gamelin à la Société de développement économique de Drummondville. En fait, nous, notre marque, quand on sort, là, c'est Tourisme Drummondville. SDED, ils ne savent pas trop c'est quoi. Mais la Société de développement économique, c'est une grosse organisation. On s'occupe de développement industriel, développement commercial, développement touristique. On est aussi le parc industriel, l'incubateur industriel. On a un gros centre de foire, le centre Expo Cogeco, et on gère aussi l'aéroport de Drummondville. Nous, Tourisme Drummondville, notre mission, là, c'est de faire la mise en marché de la destination de Drummondville, mais aussi de faire du développement de l'offre, comme on retrouve dans les organisations et dans les universités partout au Québec, là, les anciens CLD. Donc, on fait du développement de l'offre touristique. On travaille Drummondville, c'est sûr qu'on a un core business en tourisme d'affaires. On a oui, le centre Expo Cogeco, mais 2 autres centres de congrès. C'est quand même majeur chez nous, dû à notre situation géographique, entre autres. On travaille aussi beaucoup en tourisme sportif. On appelle beaucoup de tournois, événements. Puis, bien sûr, en tourisme d'agrément. Alors, voilà la petite présentation. Merci. Dave. Merci Stéphane. D'abord, merci de nous inviter ce matin. C'est le fun de parler de tourisme, l'industrie du bonheur, surtout un vendredi. Moi, dans le fond, je dirige Tourisme autochtone Québec depuis 12 ans et demi. C'est une OBNL provinciale, sectorielle, là, qui accompagne l'ensemble des communautés autochtones, l'ensemble des promoteurs autochtones impliqués en tourisme dans leurs opportunités, dans leurs enjeux aussi. Donc, c'est un plaisir. Je suis tombé un petit peu dans le tourisme par défaut là, ou par surprise, je vais dire ça comme ça, mais moi, j'avais un background davantage en sciences politiques, ce qui fait en sorte que je suis aussi impliqué à temps partiel là, comme élu dans ma communauté. Moi, je viens de Wendake, près de Québec. Donc, je suis aussi un élu, là, ce qu'on appelle un chef chez nous. Là. Et je suis impliqué aussi sur pas mal de... Tu parles d'OBNL, c'est un univers que j'aime beaucoup. J'ai eu la chance depuis une dizaine d'années d'être impliqué sur beaucoup de conseils d'administration, là, notamment, je subis Frédéric Dubé au CA de l'Alliance d'industrie touristique du Québec, puis j'ai survécu jusqu'à présent. C'est agréable. Puis, je suis aussi sur le CA de Tourisme Montréal, Tournoi international d'hockey Pee-Wee de Québec. Dans le passé, j'ai été sur Destination Canada et d'autres. Donc, c'est un univers que j'aime beaucoup. Très content d'être là ce matin. Merci, Dave. Frédéric. Bien, oui, effectivement, merci de l'invitation. De mon côté, l'Alliance, on nous connaît souvent pour notre mandat de mise en marché pour le ministère du Tourisme, donc vendre le Québec au hors Québec. Mais avant toute chose, c'est important tout le temps de rappeler que c'est la fusion de 3 organisations qui a donné le plus important regroupement d'affaires, en fait, en tourisme de l'industrie touristique québécoise. Et maintenant, en fait, même la plus importante fédération au Canada avec 10 000 membres entreprises affiliés là, qui sont regroupés chez nous via le réseau associatif, dont Tourisme autochtone Québec, et ce qui fait notamment que j'ai le plaisir de collaborer avec Dave. Moi, j'appelle ça du plaisir quand même. De notre côté, au-delà de ce rôle justement de regroupement d'affaires, c'est une fédération donc qui rassemble 50 partenaires associatifs qu'on tente de faire évoluer pour faire évoluer justement l'industrie touristique et les entreprises. C'est intéressant parce que c'est une fédération qui est composée beaucoup dans le milieu privé, mais vous regroupez des fédérations, des associations qui, elles, sont des OBNL qui vont regrouper des membres privés. Fait que, juste pour faire comprendre aussi la structure OBNL pour OBNL, là, ça veut dire que les gens qui siègent sur ton conseil d'administration sont des représentants des différentes associations.
à ce titre-là principalement, là? Ben, en fait, on a sur 17 sièges d'administrateurs, on en a 12 qui sont vraiment réservés à des entreprises, 3 qui sont des membres corporatifs en direct. Les autres sont des présidents, souvent des OBNL, justement. Donc, il y a vraiment cette cohabitation du monde des OBNL et du monde de l'entreprise privée au sein du board de l'Alliance. Puis, on regroupe vraiment tant le niveau régional que le niveau sectoriel, ce qui nous amène aussi cette diversité là, qui représente bien l'industrie touristique. Parlons-en de l'industrie touristique. On est au mois de mai, on est à la porte de la grande période de vacances. Le tourisme au Québec, on le prend pour acquis, on en profite, mais on ne connaît pas nécessairement la structure. On ne sait pas nécessairement qui sont les acteurs en arrière de ça. Très souvent, dans la tête de monsieur et madame tout le monde, c'est le gouvernement ou les villes. Dans le concret, on se rend compte que c'est très différent. J'aimerais ça, d'entrée de jeu, là, pour permettre un peu de cartographier tout ça, là, à travers chacune de vos 3 organisations, vous m'expliquez un peu plus leur offre, leur rôle, puis un peu comment ça s'insère dans le paysage touristique. Vous avez des organisations avec des niveaux d'intervention complètement différents. C'est un peu le choix aussi ce matin, là. Yannick, on va commencer avec toi, bien sûr, là. Commencer plus au niveau local. On part du local puis on monte vers le global. En fait, c'est ça. Nous, on fait partie d'une société de développement économique. Donc, on travaille au développement de notre collectivité, là, vraiment la ville centre et la MRC. Donc, comme je disais tantôt, là, on œuvre là, dans le secteur que j'ai nommé. Tout est dans tout. Hein? Nous autres, on est membre de l'ATR Tourisme Centre du Québec. Donc, il y a des ATR dans toutes les régions du Québec. Après ça, il y a les associations sectorielles. On est membre d'Événements Attractions Québec, donc je fais partie du conseil d'administration. On est aussi membre de Tourisme d'affaires Québec. Et toutes ces organisations-là, ces belles organisations-là, sont membres de l'Alliance touristique. Fait on, le supra-local, puis après ça, le national, on travaille tous ensemble, dans les mêmes choses, dans des mêmes bouts communs, mais on a chacun notre coffre à outils, notre portefeuille. C'est sûr que nous autres, on est souvent en relation directe. Un nouveau projet émerge ou moi, je suis membre de différents conseils d'administration. Comme tu disais tantôt, il y a beaucoup de grandes attractions qui sont des OBNL. Chez nous, on a le village québécois d'antan, on a Extérieur et plein air Drummond qui gère le réseau cyclable, mais qui a aussi un parc des bâtisses aériens, puis des glissades d'hiver. On a un parc régional, on a le musée de la photographie des jardins, on a la Maison des arts des jardins de Drummondville qui est un théâtre d'été. Bref, les grosses organisations touristiques chez nous sont des OBNL. Et je siège sur ces conseils d'administration-là. On va jouer un rôle à ces niveaux-là. On va jouer un rôle aussi avec mes équipes. Là. Nous, on est 6 personnes chez nous. On a du monde pour la mise en marché, mais on a du monde aussi qui accompagne des plans d'affaires, le financement, des fois la structuration de l'offre. On a fait des donc, vous êtes impliqué dans la promotion et dans le développement du produit aussi. Exactement. J'appelle ça mon hybride là, chez nous. Le développement, c'est vraiment au même titre qu'au manufacturier ou à l'entrepreneuriat, accompagner plan d'affaires, accompagner les entrepreneurs, recherche de financement, recherche de subventions, monter des projets. Ça, c'est le travail pur là, des conseillers en développement économique comme on retrouve partout au Québec. Mais on a aussi l'hybride, c'est-à-dire qu'on va structurer l'offre. C'est oui la mise en marché en termes de marketing, mais là, on crée des produits avec l'industrie. C'est sûr, comme je disais, là, depuis quelques années, là, avec la sortie pendant la pandémie des passeports Atril, nous, on va encore sortir un nouveau passeport cette année pour aider l'industrie, disons, à se mettre en marché. J'ai plein d'autres affaires à dire, mais là, laissez la place. On va y aller, on va t'écouter tantôt aussi, 4 fois, Yannick. Dave, tourisme autochtone. Oui, Tourisme autochtone Québec existe depuis 32 ans, là, créé en 1991, donc au BNL, créé pour et par les Autochtones. Donc, mon conseil d'administration, moi, est formé de membres des Premières Nations, de différentes nations autochtones du Québec.
On a, je le disais tantôt, un mandat provincial, ce qui fait en sorte que moi, mettons, la moitié de mon équipe est concentrée sur la mise en marché de l'expérience autochtone sur les différentes, auprès des différentes clientèles. Beaucoup, on en parlera un peu plus tard, mais essentiellement hors Québec depuis fort longtemps. On commence à peine, je dirais, à s'adresser comme tel à la clientèle québécoise. Et j'ai une partie de mon équipe qui est concentrée en accompagnement en développement, là. Donc, c'est vraiment de la relation, je dirais, très individuelle, là, très personnalisée entre le promoteur et ses enjeux ou ses opportunités. Ce qui fait qu'on peut être actif autant en formation, en coaching, en liaison avec d'autres partenaires. On les accompagne aussi pour faire des représentations, des fois pour obtenir donc des sous pour leur projet, pour un nouveau projet, pour agrandir une expérience existante. On est là en connaissance stratégique aussi. Donc, moi, j'aime souvent décrire notre organisation comme une organisation pâte à modeler, c'est-à-dire qu'on s'ajuste individuellement. Évidemment, il y a quelques cadres, là, mais je veux dire, on aime s'ajuster de façon très personnelle à l'enjeu du promoteur. Ce qui rend mon univers un peu particulier, c'est qu'on est aussi en relation avec un autre palier de gouvernement qui est présent, celui des conseils de bande. Vous savez, là, au Québec, il y a 55 communautés autochtones, ce qu'on peut appeler, certains appellent réserve, village, peu importe, là. Mais il y en a 55 au Québec. Ils sont tous souverains, hein, sur leur territoire avec des réalités souvent très, très différentes l'une de l'autre, des langues très différentes l'une de l'autre. Donc, nous, on joue un peu dans cet univers-là. Oui, les deux pieds en tourisme, mais à quelque part aussi, on doit avoir une bonne compréhension de ce qui se passe dans la communauté en question, autant en termes de gouvernance que d'accès, que de ressources humaines, etc. Donc, c'est une autre dimension qui est super intéressante par rapport à notre univers. Puis, je rajouterais peut-être que, tu sais, le tourisme autochtone, juste pour démystifier un peu, là, il y en a un peu plus de 250 expériences au Québec qui sont à propriété autochtone. En fait, dans 17 régions au Québec, donc presque partout. Donc, l'expérience autochtone, c'est à la fois le festival, les powwows, par exemple, qui sont un peu plus connus. C'est à la fois les pourvoiries, ça peut être des musées, de l'artisanat, ça peut être l'hébergement, la restauration, l'observation de la faune, de la flore. On accompagne un guide en forêt, etc., etc. Donc, il y en a vraiment, vraiment pour tous les goûts, puis aux quatre coins du Québec. Donc, c'est un peu dans cet univers-là qu'on joue. Officiellement, nous, comme organisation, on est reconnu, je vais dire ça en guillemets, porte-parole officielle par le gouvernement du Québec, par le ministère du Tourisme, mais aussi par l'Assemblée des Premières Nations du Québec, ce qui est, encore une fois, une particularité de mon secteur. Là, je ne suis jamais très, très loin de la politique. Donc, on joue un peu dans ce film-là, puis j'ai beaucoup de plaisir à le faire depuis 12 ans. 12 ans déjà, Dave? Oui, 12 ans et demi, j'ai commencé en 2010. Avant, moi, j'étais du côté plus local, justement, du côté de Tourisme Wendake. Donc, vraiment dans une communauté comme telle, à mettre en place quelques structures à l'époque, l'Hôtel-Musée des Premières Nations que certains connaissent, là, puis d'autres organisations qui ont émergé en 2008. Puis, j'ai fait le saut là, dans l'organisation provinciale en 2010 là, avec bien du plaisir. Frédéric Laniance, et toi? Oui, en fait, je trouve ça super intéressant que Yannick et Dave aient pu donner justement cette proximité qu'ils ont avec le terrain d'entrée de jeu. Puis ça permet de bien comprendre justement l'écosystème et comment l'Alliance gravite. Comme je vous l'expliquais d'entrée de jeu, bon, on a évidemment une majeure en mise en marché qui était à l'initiale tournée vers nos marchés hors Québec, que ce soit l'Ontario, les États-Unis, la France, puis ensuite d'autres marchés peut-être de moindre importance. Puis, avec la pandémie, bien, tranquillement, on s'est aussi investi avec nos partenaires à s'assurer de garder les Québécois ici, donc de créer des opportunités finalement que j'appellerais parapluie, où est-ce que finalement nos partenaires associatifs et régionaux puissent venir s'accrocher. Ce qu'on faisait déjà bien à l'international, on agit comme une locomotive finalement. On donne l'impulsion, puis les différentes expériences, telles que par exemple le tourisme autochtone, peuvent venir s'accrocher à nous, puis viennent concrétiser une offre plus concrète pour les voyageurs. Sinon, dans le volet plus associatif, bien, la pandémie est aussi une opportunité, à mon sens, pour nous, dans la mesure où
il y avait déjà quelque chose qui s'était vraiment bien installé depuis le début de l'Alliance. Il faut s'y ramener pour imaginer la situation. On avait vraiment d'un côté le réseau des régions, puis de l'autre côté le réseau du plus sectoriel. Puis même dans nos premières rencontres, les gens s'assoyaient chacun de leur côté. Puis l'Alliance est venue créer cette espèce de vaisseau-là, ce moment de rencontre où est-ce que les gens étaient appelés à travailler ensemble. Puis la pandémie nous a forcés à le faire encore mieux. Puis je pense qu'on a pu en équipe capitaliser là-dessus pour la suite, puis maintenant vraiment mieux travailler ensemble. Puis je ne dis pas que c'est gagné à tous les jours, mais je pense vraiment qu'on est rendu ailleurs sur cet aspect-là. Puis ça amène toute la pertinence de l'organisation parce qu'en se parlant, bien, on identifie ensemble des enjeux communs. D'une part, pour faire de la représentation d'intérêt du côté des gouvernements dans des enjeux qui sont transversaux. Quand c'est propre au tourisme autochtone, justement, bien, Dave, il assure ce rôle-là de son côté. Mais quand on est dans quelque chose qui dépasse un seul secteur ou une seule région, bien, c'est là que nous, on entre davantage en jeu. Puis, c'est aussi l'occasion des fois d'identifier des projets où est-ce qu'on peut ensemble faire avancer la démarche sans que ce soit nécessairement de la représentation. Je pense à des dossiers comme le développement durable au sein de l'industrie où est-ce que bien, ça a vraiment émané du réseau de vouloir avoir une instance à l'Alliance où est-ce qu'ils peuvent se parler, ils peuvent convenir ensemble finalement du chemin à emprunter pour faire vivre le développement durable et responsable dans l'industrie touristique. Tu as parlé un petit peu, Frédéric, puis on va repartir de l'autre bord, macro, puis on va aller dans le micro. Post-pandémie, c'est un écosystème qui a vécu beaucoup de tumultes durant la pandémie. Là. On s'entend, là, la fermeture des événements, la fermeture des attractions. Après ça, c'est on rouvre, on ferme. Dans la région, on peut. Dans l'autre région d'à côté, on ne peut pas. Écoutez, là, on pourrait dans tout ce qui s'est passé durant ces quelques années-là. Puis même, je pense qu'on sort tous de là avec certaines cicatrices. Là. Non, Qu'est-ce qui a vraiment... Pardon? Pardon? C'est déjà tout oublié. C'est déjà tout oublié. C'est quoi les changements que vous avez observés dans vos différents secteurs suite à la fin de la pandémie? Qu'est-ce qui a changé entre février 2020 et maintenant? Bien, je pense que d'entrée de jeu, l'élément, comme je vous mentionnais tantôt, la façon de travailler ensemble. Ensuite, j'oserais dire aussi la reconnaissance que les OBNL ou les associations ont pu obtenir auprès de leurs membres d'entreprise plus que jamais. Ça a été vraiment un moment où est-ce que les associations ont joué un rôle clé pour les entreprises dans un contexte où elles étaient en arrêt. Les associations, elles roulaient à 200 %. Moi, j'ai plein de collègues qui travaillaient 7 jours sur 7. Entre autres. Ouais. Le milieu hôtelier de la restauration, là, on a vu des associations prendre la place. Là. Définitivement, c'est ça. Puis si on regarde un peu plus l'évolution de l'environnement dans lequel les entreprises qui ont été extrêmement résilientes avec lesquelles maintenant elles doivent composer, bien, c'est sûr qu'il y avait une pénurie de main-d'œuvre avant, bien, elle a été amplifiée par cette situation parce qu'on le sait, nos employés dans l'industrie touristique, ils sont compétents, ils ont des compétences transversales qui sont souvent sollicitées et d'intérêt pour des secteurs comme l'assurance ou encore même M. Legault qui les a invités à venir travailler dans le milieu hospitalier. Hein? Ça va jusque-là. Donc, c'est quand même majeur ce que ça entraîne. Les besoins des voyageurs aussi qui ont quand même évolué, un intérêt bien plus présent pour une connexion humaine, un environnement, souhaiter avoir un environnement plus sécuritaire, des choses qu'on ne voyait pas nécessairement avant ou qu'on se préoccupait peut-être moins au Québec parce que c'était d'entrée de jeu comme ça. Mais qui nous a été favorable tant ici que pour les clientèles hors Québec. La transition numérique, qui définitivement, ça a mis vraiment le doigt sur un retard à plusieurs niveaux du côté de notre industrie. On savait déjà qu'il y avait une fracture numérique, mais puis même au Québec, c'est très inégal. J'ai des collègues dans l'Est qui vont dire, ben moi, j'ai certaines entreprises qui, la première étape, ce serait déjà qu'il y ait un site web. Puis, il y en a d'autres, si je vais plus vers l'Ouest, je ne veux pas rendre ça trop caricatural, mais où est-ce que là, on est vraiment dans de l'optimisation, des bannières dynamiques. Donc, il y a vraiment tout un enseignement et une évolution qui est nécessaire de ce côté-là.
c'est sûr que ça reste une industrie aussi qui est les conflits géopolitiques, ça a accentué, dans le fond, mettre le spot sur la fragilité qu'on peut avoir par rapport à ces éléments-là. Mais le Québec est avantageusement positionné là, à ce niveau-là, puis c'est de voir à bien en tirer profit. Dave, dans ton bord, qu'est-ce qu'on retient ou qu'est-ce qui est devenu après pandémie? Moi, je suis du genre, un peu comme Fred d'ailleurs, là, essayer de voir toujours le verre à moitié plein. On va se dire, là, en pandémie, il n'y a pas beaucoup d'éléments positifs. Ça a été difficile pour tout le monde. Puis on a mangé une sincère comme industrie, on peut se le dire, là, très franchement, très clairement. Mais un coup que j'ai dit ça, dans les éléments positifs qui en ressortent, puis là, je vais ramener ça sur un scope autochtone, tourisme autochtone. Oui, Pour principalement. nous, c'est la découverte de où sont rendus les Québécois à l'égard de leur intérêt sur le tourisme autochtone. Ça, pour nous, ça a été vraiment, mais vraiment intéressant et positif. Puis, tu sais, dans le fond, pandémie, frontières fermées, bon, tout le monde s'est recentré vers l'intra-Québec, là, vers la clientèle québécoise. Mais c'était un geste déjà assez naturel, là, dans le sens où, bottom line, c'est plus ou moins 80 de la business, de la majorité des entreprises en tourisme au Québec, c'est les Québécois. Évidemment, les clientèles hors Québec, on les adore parce que souvent plus payantes, là, mais il reste que c'est un réflexe plus naturel pour l'ensemble de l'industrie. En tourisme autochtone, nous, la majorité de notre clientèle ne venait pas du Québec avant la pandémie. Alors, quand la pandémie arrive, on se gratte un peu et on se dit, hey, boy, d'abord, est-ce que les Québécois sont intéressés, puis à quel niveau? Donc, on a fait très rapidement un sondage avec la firme Léger. Puis, dans le fond, on s'est rendu compte que 89 des Québécois veulent vivre une expérience autochtone au Québec. 53 de ces mêmes Québécois-là ne l'ont jamais fait. Donc, c'est intéressant. Là. Moi, je vois ces deux chiffres-là très positifs pour la suite des choses. Fait que je ferme ma parenthèse, mais c'est clair que le changement qui me touche le plus de la pandémie, c'est de voir à quel point les Québécois sont au rendez-vous, souhaitent en connaître davantage, ne savent pas tout le temps, c'est aussi ce que l'étude révèle, ne savent pas tout le temps comment s'y prendre. T'sais. Est-ce que je suis tout le temps le bienvenu? Où sont l'offre autochtone? Comment ça fonctionne? Je ne veux pas aussi créer d'impact, quels mots j'utilise, etc. Là, on est vraiment dans cette période-là que je trouve très positive, by the way. Puis, tu sais, on va se le dire, là, dans la dernière année et demie, il y a eu quand même dans l'actualité quelques drames. C'est malheureux, bien sûr, là, toute la question des pensionnats, des ossements des enfants, toute l'affaire Échaqouane et tout ça. Mais un coup, tu sais, ce sont des drames sans nom, mais en même temps qui provoquent la réflexion, le dialogue dans notre société, dans le fond. Puis on le constate, dans le fond, que les Québécois veulent être de plus en plus, dans le fond, en lien avec les cultures autochtones. Donc, ça, c'est un changement majeur. Puis je ne veux pas répéter ce que Frédéric a dit nécessairement, mais c'est clair que la synergie des partenaires, tu sais, on va se le dire, c'est comme ça dans notre famille, c'est comme ça dans une équipe de hockey, c'est comme ça avec des chums. Quand on vit des moments difficiles, ça a au moins souvent, ça amène en fait, on se resserre, hein? On se serre les coudes, comme on dit. On apprend à se connaître davantage, on apprend à faire front commun. Puis c'est ça qui s'est passé, en tout cas, dans les milieux associatifs notamment. Là. Fait que ça, c'est pour moi un hyper leg positif. Puis je vais terminer sur un élément qui n'a pas nécessairement été adressé. Je vais aller plus loin sur le numérique. Oui, on avait un virage à entreprendre. Mais je dirais, toute la question du Teams, du Zoom, donc cette communication-là qui peut aller au-delà de l'humain. En passant, je préfère une bonne vieille rencontre en personne, je vais être clair, là. Mais pour une organisation comme la mienne qui a un mandat provincial, moi, si demain matin, j'ai une discussion à avoir ou un contact ou quelque chose à faire avec quelqu'un qui est à Ojibougoumou ou qui est à Havre-Saint-Pierre ou à la limite même à Coudjouac, ben oui, je peux le faire dans un délai d'une demi-heure ou de 24 heures. Alors qu'avant, c'était des réflexes qui se pouvaient à peu près pas. On s'appelait, mais on ne se voit pas, etc. Donc, il faut quand même le dire, s'habituer à ces technologies-là. Moi, je pense ont amené une nouvelle façon, ou enfin, une autre façon de plus, finalement, de faire des relations professionnelles et humaines. Alors, je le vois comme un certain avantage. Tu as tout à fait raison. Pour avoir travaillé avec des gens à Wuji, chez CB, puis la Romaine, puis un peu partout dans le Nord, en même journée, là, on n'aurait pas vu ça avant. Là. Je suis tout à fait dans ton sens. Ça l'a ouvert des esprits numériquement. Puis on le voit ce matin. Là, une activité comme ce qu'on fait ce matin, ça ne se serait pas fait avant. Là. Yannick. Ben, nous autres, à Drummondville, avant la pandémie, on était vraiment sur une lancée. Là. Année après année, les chiffres dépassaient. C'était toujours en augmentation. On a fêté les 2 centimes de la ville en 2015, puis il y avait eu des consultations, puis il y a comme tout un mouvement pour essayer de créer des nouveaux projets, avoir de nouvelles initiatives.
il y avait vraiment une effervescence, là, plein de business se sont créés en loisirs, en tourisme, tout ça. Puis là, la pandémie, paf! Un coup de massue d'en face. Là. Puis, tu sais, tous les problèmes là, qui étaient, disons, latents ou en émergence, ben là, ils sont devenus vraiment réels, là, pénurie de main-d'œuvre, etc. Et là, ce que je sens, c'est que, puis, tu sais, ça va être mon seul but négatif de toute la présentation aujourd'hui. Le reste, c'est positif. Puis vous allez voir que ça va même être positif pour les OBNL. C'est que, en fait, ce que je remarque, c'est qu'il y a beaucoup de morosité. Puis c'est pas parce qu'il n'y a pas de business, là. Je veux dire, nous autres, le tourisme, il est revenu quasiment à 2019. Dans certains secteurs, ça a dépassé 2019. J'en reviens pas. Moi, je m'attendais pas du tout, mais pas du tout à ça. C'est incroyable, en fait. Mais il y a tellement, ils sont épuisés. Les entrepreneurs, les privés, là, ils sont épuisés, ils sont fatigués, ils sont tannés. Ils aiment plus. Tu sais, c'est pas le fun présentement. Ils n'ont pas le fun qu'il y avait avant la pandémie. C'est surtout ceux qui sont pas entourés. Les OBNL, c'est drôle, hein, mais on n'observe pas ça parce que les OBNL sont en réseau. Premièrement, c'est du monde en réseau, c'est DCA. Fait que les problèmes, les fardeaux sont pas portés par une seule paire d'épaules, sont portés par plusieurs paires d'épaules. On dirait que c'est des défis. Les gens, on parlait tantôt là, justement là, de la force du réseau, puis comment le réseau a eu son importance durant la pandémie. Les gens se sont tournés vers le réseau. Je me rappelle, là, au début, là, quand tout était fermé, qu'on ne pouvait pas rien faire, là, le team, c'était comme un échappatoire pour dire, ben, on existe, on a encore une valeur, on sert encore à quelque chose, parce qu'on servait à rien, on servait vraiment à rien, là, à part d'être un support quand les gens avaient besoin de. Mais tu sais, on créait rien, là, on attendait, on était en stand-by. Mais tu sais, tous ceux, là, comme je disais, là, tous ceux qui sont réseautés, qui sont dans un groupe, eux, cette morosité-là, on ne la sent pas. Au contraire, oui, il y a des défis, mais tu sais, il y a plein de solutions. On sent que cette énergie-là est présente. Mais j'ai peur pour mes privés, ceux qui sont seuls. T'sais, nous autres, on veut bien les aider, là, mais il faut qu'ils veulent s'accepter. On a des services pour ça, on a du mentorat, on a différentes affaires, mais il reste que moi, l'isolement, des entrepreneurs qui sont beaucoup seuls, que là, ils travaillent des 80 heures parce qu'ils n'ont pas assez d'employés. Puis là, c'est comme on avait le marathon à Drummondville la fin de semaine dernière, là, puis j'ai fait un petit 5 km, je suis pas très en forme. Là, quand tu as de l'acide lactique dans les jambes, là, à un moment donné, tu veux bien, mais ça avance plus. Mais il y a de l'acide lactique dans les cerveaux aussi, puis dans le cœur. À un moment donné, les entrepreneurs, quand ils ne voient plus la lumière du tunnel, là, ils sont comme s'ils étaient pleins d'acide lactique partout. Fait que c'est super important, le réseau, là, vraiment important parce que je sens que ça, c'est quelque chose qui est peut-être moins parlé sur la place publique, mais dans les sphères privées, là, tu sais, j'ai dit ça, j'ai vu des faces, là, des sourires, tu sais, là. Non. Les gens comprennent exactement de quoi je parle. C'est quelque chose présentement, cette morosité-là des entrepreneurs. Le monde, il y a du monde, ils ont plein d'idées, ils ont plein de projets, ils ont plein d'opportunités, mais tente pas. Si tente pas, Parce que tu as l'impression que tu te ramasses tout seul à devoir le faire. Tu as beaucoup de non, misère ils n'ont à taper. plus le goût, ils ont plus le goût d'entreprendre. Et les opportunités, là, c'est incroyable présentement, les opportunités partout, partout, partout. Il y a plein d'opportunités. Les entrepreneurs viennent me voir ou on jase, puis tu pourrais faire ça. Ouais, mais on n'avait pas ça avant 2019. Ça, c'est un gros changement. Intéressant. Vous avez toutes les trois parlé un peu du numérique. J'aimerais ça qu'on aille un peu plus loin dans ce volet-là, parce que les OBNL ne sont pas reconnus comme étant très rapides à adopter le numérique, puis ils ne vont pas très loin là-dedans. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire ou pourquoi ça tarde? Puis, j'ai regardé justement, entre autres, là, il y a deux des grands programmes de transformation numérique qui sont opérés par Événement Attraction Québec. Mais je sais que les inscriptions tardent à rentrer. On le voit, nous autres aussi, dans nos activités sur le numérique. Les OBNL touristiques ne sont pas ceux qui vont être les plus rapides à adopter les CRM, le marketing automatisé, comme la deuxième, troisième phase du numérique, là. J'aimerais ça vous entendre là-dessus. Puis Yannick, je vais recommencer avec toi. Puis après ça, on va aller jusqu'à Frédéric pour aller dans le plus global parce que l'Alliance, initialement, je sais qu'il n'avait pas nécessairement un rôle dans le numérique, mais il y en a un qui s'est développé avec le temps aussi. Yannick? Écoute, c'est plate, mais c'est un sujet que
l'image, là, c'est un clou sur lequel il faut taper pas mal de coups de marteau avant qu'il rentre. C'est comme ça, je veux dire, on a eu la même chose, nous, dans un autre vie, quand j'étais dans le manufacturier, on voulait les meilleures pratiques d'affaires, l'amélioration continue, PVA, Kanban, 5S, etc. Ça a pris des années de taper sur tout pour rentrer ça dans les entreprises parce qu'on est rappelé que François Legault disait qu'on était moins productif que l'Ontario, les États-Unis. Ben, on a la même chose en tourisme. La réalité, surtout dans les régions, je pense que c'est plus vrai. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont pas pilotées par des universitaires qui ont été sensibilisés à toutes ces choses-là. C'est des gens hyper entreprenants, des belles créativités, tout ça. C'est des chefs d'orchestre qui ont 56 patentes. Puis quand tu arrives avec le numérique, oh, c'est une montagne. On a beau dire qu'il y a de l'aide, de l'accompagnement, etc., mais ça reste quand même qu'il y a du travail qui doit être fait par les entrepreneurs. Et c'est là que le défi survient. C'est de dire, hey, on se dégage. C'est un projet, faire un nouveau site web. Là. Si tu n'as pas de chargé de projet à l'interne, souvent, c'est l'entrepreneur qui le fait, puis il faut qu'il se dégage des dizaines d'heures par semaine. Puis, quand il travaille déjà 60 heures et plus. Là. Fait que ça, je pense, c'est un des grands défis. Peut-être que le gouvernement, à un moment donné, va se dire, peut-être que là, il faudrait mettre la pédale à gaz. Il va falloir donner un grand coup et dire, on donne des ressources dans les entreprises, pas juste des programmes, pas juste des aides, pas juste des accompagnements. Peut-être que ça serait une piste de solution. Si tu n'as pas de ça que je voulais parler, tu as pris des notes par rapport à la question. Tu n'as pas de ça que je voulais parler, mais ta question nous amène là. Alors, en même temps, est-ce que la question que je pose aussi, est-ce que c'est vraiment un rôle gouvernemental de sensibiliser à la productivité? Tu regardes les pays où ça fonctionne bien, puis le gouvernement n'est pas impliqué. C'est la conscientisation des organisations par elles-mêmes d'être plus rentables, d'être plus efficaces. Écoute, je pense que c'est partout pareil. Là, que ce soit en tourisme ou dans les autres secteurs, il y a des organisations qui sont équipées. Il y a des organisations qui ne sont pas équipées. Si tu veux que toute ton industrie change, s'il n'y a pas d'intervention gouvernementale, il y en a qui vont fermer. Il y en a, les meilleurs vont survivre. Ça va être la loi du plus fort. Ou tu peux décider comme société de dire on va intervenir, puis on va faire l'émulation pour tout le monde. Puis, moi, je suis peut-être plus de la deuxième école. C'est pour ça que toutes nos organisations existent, en quelque part. Si on était dans la loi du plus fort, nos organisations n'existeraient pas. Les gens s'arrangeraient tout seuls. Mais moi, je pense que le numérique, ça fait plus que 20, ça fait 20 ans que je suis en développement économique, ça fait 20 ans qu'on parle de numérique, là, ça a évolué, mais ça fait 20 ans que, minimalement, ce serait le fun qu'il y ait un site web. Là. Puis là, une fois qu'il y a un Pas site de web, très loin. ce serait le fun qu'ils se plaignent de pénurie de main-d'œuvre, mais s'il y avait un peu plus d'automatisation dans la communication, ne serait-ce que pour d'automatiser le système de soumission. Je regarde les hôtels, les centres de congrès, c'est fou les heures là, qui sont mises dans des affaires répétitives qui pourraient être automatisées. Mais bon, regarde. Je pense que, je disais quelque chose tantôt, mais je pense quand même que dans les 2 prochaines années, à cause de la pénurie de main-d'œuvre, il y en a beaucoup qui vont. On le voit, là, il y a des modèles. Là, à l'Alliance, on avait Souveraine Elisabeth là, qui a présenté un projet qu'ils ont fait là, pour automatiser certains processus. Ces leaders-là, ils vont se promener, ils vont être invités par l'Alliance, ils vont être invités par une autre association, ils vont se promener, à un moment donné, ça va passer au niveau. Là, à force de passer sous le clou, comme je disais tantôt, là, tout va rentrer. Puis il y a beaucoup d'organisations qui vont s'inspirer de ces leaders-là qui ont fait des changements. C'est ce que je souhaite. On se croise les doigts que c'est ça qui va arriver. Si on attend après le gouvernement qui nous donne des ressources, ça se peut que ça arrive, mais ça se peut que ça n'arrive pas. Dave, dans ton univers, toi, avec les Autochtones puis le numérique, comment ça va? Nous, on a rapidement, là, puis il y a encore du chemin à faire, c'est clair, mais on s'est servi de la pandémie parce que
Je vais prendre une image moi aussi, là, puis je rejoins Yannick sur la question du clou. Là. On part de tellement loin. Puis dans la vie d'un entrepreneur, moi, je suis dans un univers où c'est des PME. Là. Je veux dire, c'est vraiment des petites business, 3, 4, 6, 7 employés. Tu sais, c'est vraiment un petit univers. Fait que, tu sais, je nous ramènerais maintenant à la Formule 1. Ben, changer un processus, là, parce que c'est de ça dont on parle, dans le fond, là, changer un outil technologique, un processus numérique. C'est pour un entrepreneur, s'il est en pleine course de Formule 1, puis il faut que tu l'appelles au puits, il faut que ça en aille changer ses pneus ou son moteur. Il fait comme, ben moi, j'ai de la clientèle, j'ai de l'opération, j'ai du quotidien. Alors, ça peut être peurant. C'est ça mon point. C'est-à-dire, j'ai-tu le temps de faire ça? Puis là, on repousse, puis on repousse. Puis on se retrouve dans le Québec qu'on est, c'est-à-dire extrêmement en retard sur le numérique. Donc, c'est aussi ça dans le milieu autochtone. Ça pour dire que c'est probablement le premier changement qu'on a fait, nous, chez nous, je dirais même 3, 4 semaines au début de la pandémie. C'est-à-dire que moi, j'ai reviré mes programmes à l'interne. On s'est dit, c'est quoi l'urgence? Évidemment, il y avait l'urgence sanitaire, mais d'équiper nos entreprises pour le sanitaire. Mais la vraie urgence pour nous, c'est de dire, ils sont fermés. Ils ont le temps, donc, de réfléchir. Mettons tous nos moyens financiers, là, parce qu'évidemment, c'est difficile pour eux. Puis, essayons de voir qui est intéressé à faire le virage numérique de son entreprise, encore une fois, en mode pâte à modeler, c'est-à-dire un par un, là, puis j'ai envie de dire quasiment main dans la main. Donc, nous, on s'est associé avec le CQCD, là, le Conseil québécois du commerce au détail, qui avait déjà cette expertise-là. Et on est venu associer 70 entrepreneurs dans un univers de niche comme le mien, c'est beaucoup, où chacun de ces entrepreneurs-là autochtones avait son propre conseiller numérique. Et là, on faisait un petit scan de son entreprise, qu'est-ce qui est à changer, qu'est-ce qui est à améliorer, c'est quoi la priorité numérique à changer. Puis on venait mettre les sous en conséquent pour faire ce virage-là. Fait que rien n'est parfait, puis si on le sait, c'est un processus continu. Mais on en a quand même, nous, 70 qui ont profité, entre guillemets, du 2 ans de pause pour faire cette amélioration-là. Fait que quand la course de Formule 1 est repartie, ben, ils avaient un meilleur char, tiens, on va dire ça comme ça. Puis bien, évidemment, faut que ça se continue. Puis je terminerai en disant que oui, c'est bien d'avoir les subventions puis les sous puis tout ça. Là. Je pense que c'est peut-être là où le gouvernement a un rôle. Mais en même temps, moi, je pense que ça va passer par de l'aide concrète. Là. Tu sais, l'entrepreneur ne peut pas être tout seul avec son. Je pense, là, dans la technologie, ne peut pas être tout seul avec des sous là, puis dire hey, tu sais, c'est un univers qui peut paraître un peu hasardeux, un peu complexe, la technologie, le numérique. Fait que je pense que ça va passer vraiment par l'accompagnement des partenaires, un accompagnement plus individuel. Frédéric. Si tu permets, Stéphane, j'aurais juste complété une affaire. Là. C'est ce que Dave a dit par rapport à la pandémie. Là. Ben, c'est un peu la même chose chez nous. Le coup dur, c'est devenu une opportunité. Tu sais. Le gouvernement a sorti le programme des passeports à trait. Nous, on l'a regardé chez nous, puis on a décidé, au lieu le programme de passeport à trait, là, pour ceux qui connaissent peut-être un peu moins la mécanique, l'idée, c'était qu'un attrait leader d'une région s'associait avec 3 petits, puis il offrait une forfaitisation, puis le gouvernement venait appuyer avec 20, 30, 40% de rabais, là, ce qui était offert. Nous, on l'a pris en charge. Donc, on l'a organisé pour notre industrie. Mais par la bande, ce qu'on leur a rentré dans la gorge, et en réalité, c'était plus une petite tape dans le dos, c'est qu'ils devaient utiliser un système de billetterie électronique. Donc, on avait sur près d'une trentaine d'entreprises qui ont embarqué, on en avait un qui avait un système de billetterie en ligne. 1 sur 30. Un sur 30. Ouais, puis je et à la sais fin, qu'il y a... il y en avait près de 30 qui avaient une billetterie en ligne qu'il n'y en avait pas avant. Il y en a une majorité qui utilise encore ça aujourd'hui, donc après ce programme-là. Donc ça, c'est pas grand-chose. Hey, un système de billetterie, on parle de WeEven, tout se fait dans le cloud, c'est pas on ne change pas toute la nomenclature et les fonctionnements de l'entreprise. C'est un nouveau processus à intégrer, mais c'est quelque chose de quand même très accessible. C'est une technique des petits pas. Hein. Là, ils font un pas en avant dans le numérique. Ça va peut-être les amener à modifier leur site web, ça va peut-être les amener à automatiser un pas en avant. Frédéric, si on met ça au niveau, si tu nous fermes cette parenthèse-là. Oui, ben en fait, je trouve ça super ce que Yannick et Dave ont mentionné parce qu'en introduction, tu mentionnais les OBNL tardent parfois à prendre le virage numérique. Je trouve qu'ici, on a une très belle exposition que, au contraire, dans notre industrie,
je pense que ça dépend aussi du type d'OBNL. Ici, on est en présence d'organisations qui accompagnent le développement des entreprises, puis au contraire, nous, le virage, on en est très conscient, puis on l'encourage et on le propulse, le fameux virage. Après, je n'ai pas ça décrit dans le front, mais moi, je suis fils d'un commerçant recycleur, une cour à scrap, si vous me prêtez l'expression. Puis ce que Dave a mentionné tantôt, la Formule 1, là, je veux dire, mon père, moi, vendre des pièces d'auto, ça se faisait quelqu'un qui arrête, qui part, il embarque dans son char, puis il fait le tour des cours à scrap, puis il check ah, ici, avez-vous l'alternateur de telle affaire? Quand moi, j'ai commencé à lui dire qu'il fallait qu'on ait un inventaire qui était numérisé, que les gens peuvent chercher eux-mêmes et tout ça, pour lui, c'était une montagne d'investissement jetée dans le feu, en plus de ne pas avoir le temps. C'est comme double motivation à ne pas le faire. Puis c'est une autre génération aussi. Je rejoins les collègues quand ils parlent de l'opportunité de la pandémie, où est-ce que là, ça s'est arrêté, puis là, tu dis, OK, sur quoi je peux conscientiser, sur quoi je peux avoir une prise. Fait que les petits pas, oui, sur cet aspect-là. La pénurie de main-d'œuvre, comme Yannick l'a mentionné, ça vient forcer. C'est comme dans n'importe quoi à travers le temps. Quand il y a un bing-bang à côté au pied du mur, la courbe démographique le dit, on en a pour 10 ans à être là-dedans, ça force l'innovation. Puis, l'autre élément aussi que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est justement prenons les premiers. Puis, voyons-le comme on va tirer le groupe vers le haut. Attendons pas d'avoir l'ensemble parce qu'on n'y arrivera pas. Puis ça, je pense que l'industrie touristique, on le fait très bien. On met souvent de l'avant, dans le fond, nos bons coups. On propulse nos bonnes réalisations, puis on tente de faire de l'émulsion de bonnes pratiques de cette façon-là. Tantôt, tu exprimais qu'on avait fait certaines choses du côté de l'Alliance. Dans notre créneau à nous, où est-ce qu'on a une force, c'est la mise en marché. On a développé une classe des maîtres en marketing numérique, un programme vraiment de base comme comment utiliser Facebook, comment utiliser Instagram, comment utiliser toutes ces petites plateformes-là, des petits trucs faciles à bon prix pour faire évoluer justement les pratiques de nos entreprises. Puis plus on va être fort collectivement en marketing numérique, plus nous, l'Alliance, on va performer, plus la destination va performer. Fait qu'on a tout à gagner à cet effet d'entraînement. Tu as mentionné les programmes qui sont gérés évidemment par Événements Attraction Québec. Yannick, tantôt, quand tu parlais des billetteries, il y en a plusieurs probablement qui ont bénéficié justement du support d'Événements Attraction Québec. Les régions, les ATR ont les ententes de partenariat régional en tourisme et en développement numérique. C'est des plus petites enveloppes pour gérer des plus petits programmes, mais qui permettent justement de développer un site web, de s'intéresser à l'utilisation des CRM. Il y a beaucoup de choses qui se font dans l'industrie par notre réseau associatif. Dave, je veux profiter de ta présence, puis je veux aborder le tourisme autochtone sous un autre angle. Personnellement, j'ai toujours trouvé qu'il y avait un potentiel sous-exploité, mais comme quoi c'est deux grandes solitudes, puis comment on peut faire pour que ces deux mondes-là se rapprochent, puis que les destinations du tourisme autochtone dépassent notre perception de ce que c'est une réserve ou en quoi c'est des fois un environnement fermé ou écoute, comment on se rapproche de nos voisins Moi, qui étaient là bien avant nous autres, en plus. Oui, ouais. Puis j'aime ta question parce que dans le fond, ça m'amène à. Des fois, je dis à ma gang, j'ai le plus beau métier du monde parce que oui, on est en tourisme, mais moi, ce qu'on fait, dans le fond, subtilement, on crée du rapprochement. Évidemment, on génère de l'économie, c'est le fun, c'est le tourisme, mais en même temps, servons-nous du tourisme pour rapprocher les Autochtones des non-autochtones au Québec, je dirais au Canada. C'est vraiment dans cet angle-là qu'on essaie de travailler. La ligne, il faut y aller de façon intelligente, évidemment. Fait que pour répondre clairement à ta question, là, d'abord, il y a un énorme potentiel. On le voit ailleurs dans les autres destinations qui ont un peu plus d'avance. Le BC avait beaucoup d'avance il y a 10 ans. C'est moins le cas aujourd'hui, mais la Nouvelle-Zélande a de l'avance, le Western Australia a de l'avance sur le tourisme autochtone. Donc, on essaie de s'inspirer des meilleurs, c'est normal. Et c'est quoi la clé du succès? D'abord, il y avait il y a toujours la question de la demande. Pour atteindre ton plein potentiel, il y a la demande. Ça, c'est, je dirais, en fait, c'est très solide, ça. Je le disais tantôt, là, les Québécois souhaitent vivre une expérience autochtone à 89 %. On sait que les Français veulent vivre une expérience autochtone à 63 % selon Destination Canada. Les Allemands, 47 %. Et là, il y a une nouvelle donnée d'ailleurs qui vient de sortir qui m'a agréablement surpris. 40 % des Américains dans le Nord-Est veulent vivre une expérience autochtone. Donc, tu sais, on a là comme une espèce de parapluie de clientèle vraiment intéressante pour atteindre le next step.
Ensuite, fallait travailler l'offre. Parce que, tu sais, aussi, il faut que l'expérience soit au niveau, il faut que l'expérience soit accessible, il faut que l'expérience soit bien promue. Donc, puis là-dessus, juste donnons-nous 2 chiffres rapides. Là, quand j'ai commencé mon tourisme, au début des années 2000, il y avait moins de 100 expériences autochtones au Québec. C'était très concentré dans 3-4 communautés, là, tu sais, Wendake, Mastayache et Sipit. Aujourd'hui, en fait, en 2010, quand j'ai commencé chez TAC, on était rendu à 154. Aujourd'hui, 247. En fait, c'est le chiffre pré-pandémie. On est en train de faire de l'exercice post-pandémie. On pense qu'on a atteint le 300. Donc, l'offre, elle s'est variée, elle s'est professionnalisée. Ça, c'est un autre facteur de succès pour atteindre le potentiel. Le troisième élément, c'est que les partenaires clés, les majors, on ne pourra jamais atteindre notre plein potentiel si les majors, je vais les appeler comme ça, n'y croient pas autant que nous. Et ces majors-là, essentiellement, ils sont non autochtones, évidemment. Donc, je pense à l'Alliance d'industrie touristique, Destination Canada, Ministère du Tourisme, je dirais les ATR, notamment Tourisme Montréal. Tous ces joueurs-là ne sont plus à convaincre. Moi, j'ai vu l'espèce d'évolution en 12 ans. Probablement, rien n'est parfait, soyons clairs. Mais en même temps, je pense qu'il y a vraiment une crédibilité qui s'est installée. Il y a une meilleure compréhension. Fait que ça, c'est vraiment un élément positif pour la suite des choses. Puis le dernier élément, nous, il faut se structurer davantage comme secteur. Là, on est en train de faire des missions d'observation. La pandémie nous laisse tranquille. Là, fait que on a organisé des missions d'observation au Québec pour voir les meilleures pratiques. On s'en va au BC dans les prochains mois pour voir un peu aussi comment ils ont fait les choses. Puis l'an prochain, on ira du côté de la Nouvelle-Zélande. Donc, juste pour essayer de voir c'est quoi les éléments à succès qui nous manquent peut-être au Québec en termes de façon de faire pour amener le tourisme autochtone ailleurs. Puis dans le fond, je terminerai par le début de ta question. Plus le tourisme autochtone va être développé, plus la destination va en tirer bénéfice là, parce que ça distingue, on sait, là, la compétition, elle est féroce partout sur la planète. Donc, qu'est-ce qui nous distingue au Québec? Qu'est-ce qui nous distingue au Canada? Il y a notamment les cultures autochtones. Donc, je pense qu'on a tout cet avantage-là. Puis lorsqu'il y a une rencontre, on apprend à mieux se connaître et on est des meilleurs concitoyens. Tu sais, c'est mon petit côté philosophique, mais j'y crois Ah fondamentalement. ben, pour l'avoir vécu personnellement, là, être allé chez les CRI puis avoir découvert des gens que je ne connaissais pas du tout, là, je peux te dire que tu tapes dedans à 100% dans le mille. Là. Ça reste quelque chose d'humain aussi, le tourisme en général. Là. Puis, tu sais, le Québec a toujours été reconnu comme une destination sympathique où les gens sont accueillants. Puis je pense que ça fait partie de l'équation à tous les niveaux, incluant les peuples autochtones aussi, puis les autres joueurs. D'ailleurs, je suis curieux, on arrive un peu vers la fin. Dans chacun de vos réseaux, vous avez sûrement des petits trésors qui sont enfouis, qui sont à découvrir. J'aimerais ça que vous me les fassiez découvrir, vous les fassiez découvrir, peut-être juste 2 là, par personne, là, rapidement, là, parce qu'il nous reste 8 minutes. Là. Yannick, on va commencer avec Drummondville. C'est quoi les petits trésors de Drummondville? Ben, c'est ça, tout le monde connaît le village québécois d'antan, là, puis sûrement que les gens ont entendu parler qu'il y avait un nouveau projet qui se passe là. Donc, je ne parlerai pas de ça. Surveillerez ce qu'il y aura dans les médias et à la publicité. Là. C'est quand même la grosse affaire qui se passe à Drummondville cet été, là, le nouveau village québécois d'antan. Une des petites merveilles là, qui est encore méconnue, peu connue de Drummondville, c'est le musée de la photographie des jardins. Vous savez, Musée là, de la photographie. ouais, le musée de la photographie des jardins, là, on a dans ce musée-là une collection d'appareils photo incroyable. Là. Il y a à peu près tous les appareils photo qui se sont faits avant l'ère numérique là, dans le monde, là, à partir du moment où les appareils photo ont été fabriqués en série, là, à partir, je pense, de 1848, quelque chose comme ça. Là. Un des premiers appareils daguerreotype là, dans ce musée-là. Puis, c'est sûr, il y a des expositions photos, il y a différentes collections, mais c'est vraiment là, une petite tour guidée de ce musée-là. Là, c'est une petite merveille. Les gens qui aiment la photographie vont triper les histoires, les anecdotes sur les appareils. Vraiment trippant. Ta Sinon, deuxième? deuxième, on a lancé l'année passée Parc à Parc. Parc à Parc, c'est un réseau de parcs riverains. Tu sais, à Montréal, on veut redonner le fleuve aux citoyens depuis des années. On parle de ça, à Drummondville, on redonne la rivière aux citoyens. On a une douzaine de parcs répertoriés, dont le parc régional de la forêt de Drummond, qui est un autre super endroit. Là. Les gens, c'est peu connu, là, mais sur le bord de l'autoroute 20, là, à peine 5-10 minutes, là, il y a un immense massif forestier. Fait qu'il y a pas, c'est pas dans les habitations, tout ça. Puis
à côté, tu à 10-15 minutes du centre-ville de Drummondville. Tu es dans le bois, comme si tu étais. Puis la rivière Saint-François est assez incroyable à cet endroit-là. C'est une rivière qui se compare aux rivières à Saumon de la Gaspésie. C'est magnifique. Tu es à côté de l'autoroute. Ça, en passage entre Montréal et Québec, là, on est un petit peu chez nous. Excellent. Dave? Bon, je vais y aller. Deux, c'est pas simple, là, mais je vais y aller avec un urbain puis un en milieu éloigné. Tiens. Une expérience urbaine qui est à voir parce qu'elle est assez récente, c'est Wendake. Je le dis de façon générale parce que Wendake s'est ajouté le spectacle Owen Lumina, un spectacle lumineux en soirée. Hein. Il y en a quelques-uns, Québec, Tremblant et les autres. C'est aussi Moment Factory qui est derrière la création de tout ça. Donc, un parcours déambulatoire d'une heure, évidemment, qui met en valeur la culture Run Wendat. Donc, ça, c'est un atout intéressant. Et à Wendake, ben, le restaurant Sagamité, qui est une institution qui avait passé au feu il y a 4 ans, réouvre le 21 juin prochain. Ça va être complètement wow. Là, j'ai eu la chance hier, d'ailleurs, de recevoir le premier repas là, pour un petit groupe. Mais fait que ça, c'est pour mon expérience urbaine. Pour l'expérience en milieu éloigné, moi, j'ai envie de vous dire la corporation Nibishi. Donc, en territoire CRI, tu en parlais, Stéphane, tout à l'heure, ce que nous, on appelle un Oui. territoire Yoichi, où on peut carrément coucher sur c'est comme des chalets flottants, là. Ils ont installé des mini-chalets. C'est allé, bon. Je suis allé, là. On s'entend, on est ailleurs, là, je veux dire, toutes les commodités sont là, on est en plein milieu d'un lac, seul au monde. Autour de ça, évidemment, il y a toutes sortes d'activités. Il y a d'ailleurs un cinéma sur lac. Je veux dire, ou en kayak, on vient voir, on vient écouter un film sur un écran en plein milieu d'un lac. Tu sais, on est carrément ailleurs, activités d'artisanat et autres. Alors, je m'arrête là parce que moi, je peux partir 8 heures sur ça, mais Je vais ouais, rajouter l'observatoire aussi à ouais, cette ouais, place, ouais, ouais, qui est ouais, ouais. assez unique. Là. Je sais qu'ils voulaient faire partie des sites sans lumière où il y avait, en tout cas, il y a une accréditation qu'ils veulent aller chercher là, pour avoir visité la place. Là. C'était assez exceptionnel. Voilà. Et à toi, Frédéric. Excuse, Dave n'était pas crédible. Là, il prêchait pour sa paroisse pour Wendake, là, mais j'appuie parce que je suis allé cet hiver et c'est vraiment super. Je suis allé l'été passé aussi. Bon, je n'ai pas le choix de dire, je suis allé moi aussi, là. On est tous allés. Mais moi, de mon côté, dans le rôle provincial, multirégion, multisecteur, ma préparation à la question, c'est de vous partager, dans le fait, le guide des nouveautés de l'été 2023 qu'on a réalisé dans le cadre de la Bourse des médias. Donc, vous avez 137 nouveautés réparties dans les 21 régions, dans nos 18 secteurs touristiques. Vous allez voir, il y a des bijoux là-dedans, des affaires insoupçonnées, vraiment des petits trucs là, que ça vaut vraiment la peine de jeter un œil. C'est très bien monté, c'est fait pour les médias. Donc, c'est simple, efficace. Vous avez des liens cliquables sur chacun des éléments. Puis, je profiterai en fait de cette période-là pour vous dire, dans un contexte justement de pénurie de main-d'œuvre, le secret pour passer des belles vacances, vos belles vacances estivales au Québec, là, c'est la planification, de prendre votre temps, d'apprécier le moment, de rencontrer les gens, d'échanger. Ce n'est pas une course. Les vacances, c'est fait pour se reposer. Donc, profitez-en, prenez le temps. Tu étais déjà dans mes conseils de fin d'activité, Frédéric. Je vais continuer avec mes autres amis. Si vous aviez des conseils à nous donner pour bien préparer notre été de visite au Québec, ça serait quoi? Dave, je vais aller à toi, puis je vais finir avec Yannick. Bon, Frédéric a dit un truc qui est hyper essentiel, je ne le répéterai pas. Puis moi, j'invite les gens du côté autochtone. On produit annuellement un super magazine qui s'appelle le magazine Origine, évidemment en version numérique sur notre site Internet, qui mélange, on va apprendre toutes sortes d'affaires en approche éditoriale, mais évidemment qui présente l'offre en tourisme autochtone au Québec par région, par nation, par type d'activité. Donc, au-delà de notre site Internet, ce magazine-là, il se lit très bien. Donc, c'est probablement un bon point de chute. Puis, tu sais, on me pose souvent la question, comment on fait pour ne pas tomber dans... Tu sais, comment on peut s'assurer que c'est authentique, ce qu'on va vivre en tourisme autochtone, que c'est pas... Puis, c'est tout simplement de s'assurer que c'est une entreprise autochtone et c'est ce que vous allez trouver dans ce genre d'outils-là. Donc, au-delà, évidemment, de bonjourquebec.com, qui est la référence, Fred, c'est ça qu'il fallait que je dise, hein, au Québec, si vous voulez tomber un peu plus Québec dans la Vacances compréhension. aussi. Ouais, Yannick voilà. va te dire Donc, que Québec Vacances aussi. voilà. Yannick, on termine avec toi. Ben, écoutez,
Drummondville, c'est une région plus d'escapade que de long séjour. Ben, cet été, là, en primeur, ouvrez vos oreilles parce qu'on ne l'a pas encore annoncé publiquement, mais on va revenir une 4e année avec un programme de passeport, mais cette année, c'est un programme passeport escapade, 2e nuitée gratuite. Donc, quand ça va sortir, il n'y en aura pas des tonnes, là. Il va en avoir un nombre limité. Puis avec cette 2e unité gratuite-là, on donne 50 $ au restaurant, puis plus de 100 $ à dépenser dans des attraits. Fait que c'est quand même intéressant. Tu ne peux pas aller à Drummondville, tu ne sais plus quoi faire, il te reste des temps de vacances, puis tu n'as pas réservé d'avance ton chalet ou ta place de camping, hein, Stéphane? Ben, il va y avoir un peu de place à Drummondville, là, puis il va y avoir un beau programme pour ça. On a plus d'une centaine, c'est fou, hein, les gens ne savent pas ça, mais on a plus d'une centaine d'activités dans la région de Drummondville. C'est même pas croyable qu'on ait autant de touristes chez nous, tu sais, étant même pas pourtant une place comme la Gaspésie ou Charlevoix, un endroit plus éloigné, que les gens font des longs séjours. C'est incroyable le nombre d'activités qu'il y a dans tous les secteurs. Écoute, comme mot de la fin, je pense que c'est un peu ça qu'il faut faire comprendre. C'est que le Québec regorge d'activités, regorge d'endroits intéressants. On passe notre vie à visiter le Québec, puis on n'aura jamais fait le tour. Puis de plus en plus accessible. Tu sais, je pense au forfait d'avion que le gouvernement a mis en place qui rend plus accessible les régions éloignées pour l'écosystème dont Dave, tu fais partie, entre autres la Côte-Nord et le Grand Nord. Ça, c'est intéressant. Il y a eu beaucoup d'efforts mis sur l'international, mais je pense que si la pandémie a un effet positif, c'est qu'elle a redonné le goût du Québec à plusieurs personnes qui peut-être trouvaient ça plus exotique d'aller ailleurs, puis oubliaient un peu le potentiel caché qu'on avait et qu'on a, puis qu'on va avoir dans notre cours. Je vous remercie beaucoup toutes les trois de votre participation. J'espère que vous avez apprécié tous ceux qui ont écouté, mais je pense à tous ceux qui vont l'écouter par la suite aussi sur YouTube. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine dans une autre de nos activités. Bye bye. Puisque vous avez visionné notre vidéo jusqu'à la toute fin, nous vous invitons à visiter notre compte YouTube pour du nouveau contenu à tous les mois. Nous créons des capsules avec des personnes inspirantes pour rapprocher, inspirer et informer les gestionnaires d'OBNL de tous les milieux.